L'heure de Politique Week-end, on reviendra dans un instant sur cette proposition aujourd'hui de la ministre Jacqueline Gourault d'un impôt sur le revenu payé par tous. On verra cela avec Guillaume Daret qui sera avec nous. Mais d'abord, la boîte à idées s'agite apparemment sur la fiscalité au sein du gouvernement, mais également au cœur des doléances et du grand débat national. On y évoque l'ISF, les privilèges et une notion assez abstraite finalement, celle de richesse. À partir de quand en France peut-on considérer être riche? Réponse avec le Data de ce soir. Et c'est Sophie Brune, Jean-Marie Lecartier et Olivier Gardette qui nous racontent tout cela. Être riche aujourd'hui en France, ça veut dire quoi? On a commencé à chercher dans le dictionnaire. Riche, qui a de la fortune, des biens, de l'argent en abondance. Ceux que nous avons interrogés en ont une idée plus large. Avoir une bonne maison, avoir des belles voitures. Un grand jardin. Richesse culturelle aussi. Pouvoir s'offrir de beaux voyages. Être riche d'espoir, riche d'amour. Être riche, c'est d'être en bonne santé, avoir des amis, pouvoir en profiter, déguster un bon vin, un bon fromage. Pour être riche, il faut gagner combien? Tout cela semble très relatif. Il nous faut au minimum 2500 €. Pour être riche, minimum 10 000 € par mois. Par mois. 1600, 1700 € par mois. Sérieux? Moi j'aurais dit plus, j'aurais dit 2000. Difficile en effet de définir un seuil de richesse. Même les économistes s'y refusent. Regardons alors le niveau de vie, c'est-à-dire ce qui est dans la poche des Français. Les revenus, plus les prestations sociales, moins les impôts. À gauche, les Français les plus pauvres. À droite, les plus riches. La moitié des Français a moins de 1700 € par mois. En haut de l'échelle, à partir de 3100 €, ce sont les 10% les mieux payés. À partir de 6600 €, le dernier pourcent. Ces inégalités engendrent-elles un certain ressentiment à l'égard des plus riches? Les Français ont en tout cas un rapport compliqué avec l'argent. Ce philosophe y voit l'empreinte de la religion. Le catholicisme condamne l'argent radicalement, contrairement aux protestants, contrairement aux juifs, contrairement aux musulmans, parce que l'argent est le concurrent de Dieu. C'est la phrase de Jésus, il est plus difficile à un riche d'aller au paradis qu'à un chameau de passer dans le chat d'une aiguille. En France, les inégalités ont longtemps été compensées par l'État-providence. Sur le fronton des écoles et des hôpitaux, la devise républicaine proclame l'égalité. Une promesse de moins en moins tenue, d'après cette sociologue. Le modèle démocratique français, c'est que la qualité de ces services publics doit être la même, quelle que soit la richesse. Le fait que les plus riches partent en vacances sur des îles paradisiaques, d'une certaine façon, on peut en être jaloux, mais ça n'atteint pas le fondement démocratique. Et le fait que les plus riches aient des meilleurs services publics, c'est un autre problème. Les écoles et hôpitaux seraient de qualité différente selon l'endroit où on vit. Mais côté patrimoine, les écarts sont encore plus importants. Biens immobiliers ou portefeuille boursier, les 10% des ménages les mieux dotés ont un patrimoine supérieur à 596 000 €. Et à eux seuls, ces 10% détiennent presque la moitié du patrimoine de tous les Français. Une situation qui ne semble pas près de changer, car l'ascenseur social est en panne pour cet économiste. Pour la génération des baby-boomers, vous aviez une mobilité sociale qui était assez forte parce que le marché du travail changeait aussi. Donc, si vous étiez enfant d'ouvrier, vous pouviez devenir autre chose qu'ouvrier. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a un retour à une immobilité, une certaine rigidité de la société. Donc si vous naissez enfant d'ouvrier, vous avez plus de chances qu'avant de rester ouvrier. Ça ne veut pas dire que c'est déterminé à la naissance et que c'est sûr à 100%, mais vous avez de fortes chances d'y rester finalement au même niveau que vos parents. La France reste malgré tout un des pays développés qui, grâce à la redistribution, atténue le plus les inégalités. Et je vous le disais, plusieurs pistes ont déjà été émises sur la fiscalité au sein même du gouvernement. Dernière en date, celle de Jacqueline Gourault qui évoque un impôt sur le revenu payé par tous. Bonsoir Guillaume Daret. Bonsoir. Guillaume, quel serait l'impact d'une telle mesure d'abord? Alors l'objectif de cette proposition, c'est avant tout un objectif politique, Laurent. C'est de tenter de lutter contre le sentiment d'injustice fiscale qui touche en particulier les classes moyennes, qui ont le sentiment de payer pour tous et qui souhaitent que davantage de Français contribuent. Regardez, en 2017, sur les 38 millions de foyers fiscaux que compte notre pays, seuls 43% d'entre eux ont payé l'impôt sur le revenu. Ça veut dire moins d'un foyer fiscal sur deux. Autant que tous les Français contribuent à l'impôt? Oui, l'exemple le plus marquant, c'est la
TVA que nous payons tous dès le premier euro quand on fait un achat. La TVA qui représente d'ailleurs une somme considérable, 188 milliards d'euros en 2017 selon le fisc, contre 73 pour l'impôt sur le revenu. Et si on faisait justement cet impôt pour tous, même si l'estimation est extrêmement difficile, le gain possible serait maximum d'1 milliard d'euros selon les différentes sources que j'ai pu avoir, notamment à Bercy. Alors, est-ce que cette mesure pourrait aboutir? En tout cas, Matignon a déjà donné un petit indice. Oui, a priori, ça reste une suggestion personnelle de Jacqueline Gourault. Cette piste n'est pas à l'étude, affirme Matignon de son côté, en forme de recadrage. Mais il faut reconnaître, Laurent, qu'en matière fiscale, l'exécutif ne manque pas d'inventivité, que ce soit sur la question des niches fiscales, de cet impôt pour tous ou encore de la taxe carbone. Eh bien, les ballons d'essai se succèdent. C'est en quelque sorte le grand débat, y compris au sein du gouvernement. Politique Week-end avec Guillaume Daré. Merci Guillaume. Une petite révolution est en cours pour les locataires de HLM, notamment entre guillemets pour les plus aisés d'entre eux à Paris, qui se situaient dans une forme de zone grise depuis des années. Ils payaient un faible loyer, mais les temps ont apparemment changé et sans surprise, cela ne plaît pas à tout le monde. Explication Florence Griffon, Sophie Pierre avec Virginie Travers. Je vous présente la cuisine. Il n'y avait strictement rien dans cette cuisine. À 77 ans, Denise Taïeb est locataire de cet appartement parisien de 70 mètres carrés. Ça, c'est la première chambre de mon fils. Jusqu'ici, elle payait un loyer de 730 € par mois, 2 fois moins cher que le prix actuel du marché. La raison, elle a emménagé ici il y a 45 ans et louait à un bailleur privé. Mais en 2012, la mairie de Paris a racheté l'immeuble pour en faire une HLM. Son loyer n'a pas bougé jusqu'à ce récent courrier. Elle va devoir payer en plus un surloyer de solidarité de 889 € par mois. Le supplément de loyer de solidarité qui m'est demandé représente les 20% de mes revenus nets. À partir du moment où ils imposent un supplément de loyer, c'est comme s'ils nous mettaient dehors. Ce surloyer est imposé par la dernière loi sur le logement. À Paris, 1500 personnes sont dans le même cas. Jugées trop riches, leurs ressources excèdent de 20% les plafonds définis pour obtenir un logement HLM. Selon l'association Droit au logement, cette mesure est justifiée. C'est logique qu'ayant des revenus un peu plus élevés, ils participent, on va dire, à la solidarité nationale. De son côté, la mairie de Paris soutient les locataires concernés. Il faut permettre à ceux qui sont rentrés avant que leur immeuble devienne social de garder leur ancien bail et de garder leur ancien loyer qu'ils avaient précédemment dans un cadre privé. Et comme ça permettra d'ailleurs de conserver une certaine mixité sociale dans chacun de nos quartiers. Pour la mairie, le risque est de faire fuir les classes moyennes qui ont déjà beaucoup de mal à se loger à Paris où les prix de l'immobilier flambent. De son côté, Denise Taïeb, elle, a décidé de ne pas payer de surloyer en espérant une modification de la loi.